Donc bonjour à tous, Maximilien Moulin, je suis manager au sein du cabinet Wavestone. Comme vous pouvez le constater à mes slides, malheureusement j'ai pas eu le temps de les remettre en forme Salon Data, mais l'idée est là. Bon, comme je suis consultant, forcément j'ai besoin de slides pour faire une présentation, hein, j'en suis désolé, mais je vais essayer de quand même pas trop m'accrocher à mes slides. L'idée c'est que ce soit quand même assez interactif, puisque c'est pas une, même si c'est une salle très complète, c'est pas une très grande salle, donc on peut se permettre d'avoir des questions-réponses, je pense, pendant la conférence. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser une question, lever la main, et puis je prendrai les questions au fil de l'eau. Donc j'aurais pu juste vous montrer ce magnifique arbre de décision et m'arrêter là. J'ai peur que en fait, vous ne saisissiez pas forcément le fond de mon propos, que ce soit un peu perdu dans ce machin un peu compliqué, mais qui résume bien en fait, globalement ce que je vais vous dire. Je vous laisse le prendre en photo, même si c'est... je ne sais pas si d'ailleurs on donne les slides, je pourrais me renseigner après si ça vous intéresse. Peut-être commencer plutôt par le commencement, à savoir finalement le make or buy, la question du make or buy, la question de l'achat ou la construction de sa propre solution informatique. Elle est assez ancienne dans l'IT en règle générale. On se la pose de tout temps. Il y a plus de 7 millions de résultats sur Google quand on tape make or buy et système d'information. Quelques résultats de cabinets de consultants, donc ça montre qu'il y a forcément du business, pardon, non pas du business à faire, mais en tout cas un intérêt pour les entreprises. Ça veut dire que c'est une question qui revient souvent chez les clients de ces cabinets de conseil. Nous-mêmes, c'est une question qu'on nous pose régulièrement et qu'on me pose moi dans l'intelligence artificielle, puisque la question se pose un peu différemment, on va le voir. C'est une question qu'on aborde souvent, finalement, qu'on a souvent abordé dans le temps, sous la forme d'une rationalisation des coûts. C'est-à-dire, finalement, est-ce que c'est plus rentable pour moi d'acheter une solution toute faite sur étagère ou de la construire de zéro? C'est une question que vous pouvez vous poser, vous, dans votre vie quotidienne. Est-ce que j'ai plutôt envie de construire ma maison ? Concernant, le résultat serait assez catastrophique, donc je n'ai pas pris ce parti-là, ou l'acheter. Et la rentabilité derrière, elle est en termes de pièces sonnantes et trébuchantes, ou en termes de temps aussi, enfin, le temps étant également valorisé. C'est une question qui pourrait se réduire en partie à ça, mais qui ne se réduit pas à ça, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on n'achète pas. Enfin, pardon, qu'on ne crée pas, qu'on achète, notamment des choses avec beaucoup d'expertise. Si je prends quelque chose dans notre quotidien, finalement, le smartphone, c'est pas quelque chose que vous allez construire, a priori, la voiture non plus, vous allez l'acheter. Donc il y a une question aussi derrière d'expertise. Est-ce que j'ai les compétences pour faire ce que je veux faire ? Et cette question de l'expertise, elle est critique dans l'intelligence artificielle, puisqu'on pourrait se dire justement, c'est quelque chose qui demande des cerveaux particulièrement compétents, intelligents, en tout cas doués pour ces sujets-là, mathématiques, data science, etc. Donc on pourrait se dire, finalement, c'est quelque chose que je vais plutôt acheter. On va voir que c'est pas forcément aussi simple que ça. Et c'est aussi un sujet derrière de, finalement, donc, au-delà finalement du ROI, de la compétence, il y a le temps, il y a ce qu'il y a sur le marché. Donc là, en l'occurrence, dans les maisons, il n'y a pas de problème, mais sur l'IA, il n'y a pas forcément tout ce qu'on veut sur le marché. Et je récupère mes petits papiers. Et puis, évidemment, il y a la qualité du produit fini. Je disais, je ne me verrais pas forcément construire ma maison, parce que je ne suis pas trop sûr du résultat. Donc il y a aussi une question de, finalement, qu'est-ce que je vais avoir à la fin ? Donc c'est toutes ces questions-là qu'on se pose quand on fait un choix de make or buy. Et c'est un choix qu'on fait depuis longtemps. Si je prends un autre exemple, parce que je trouve qu'il est assez parlant sur finalement ce qu'on va vouloir faire dans l'IA. J'avais rencontré un pizzaiolo, donc rien à voir avec notre sujet, qui me disait finalement, lui a acheté comme tout le monde tout son matériel. Hein. Il ne construit pas son four, il
il l'a acheté. Par contre, il avait construit le support sur lequel il dépose ses pâtes à pizza pour les faire gonfler. Là. Et il me disait finalement, j'ai pas choisi un support sur le marché parce qu'ils sont tous en inox. Et donc, j'ai construit un support en bois parce que c'est comme ça qu'on faisait dans le temps et c'est comme ça que j'ai une meilleure pâte à pizza. Et là, on a un sujet qui est intéressant, c'est finalement, je me focalise sur la valeur ajoutée que j'ai moi, en l'occurrence en tant qu'artisan, pour créer ce qui est différenciant sur mon marché. Et c'est ça qu'on va chercher à faire aussi dans l'IA, c'est-à-dire finalement, et c'est ça aussi qu'on fait depuis assez longtemps dans l'informatique, c'est finalement tout ce qui n'a pas de forte valeur ajoutée, bah, je l'achète. Donc tout ce qui par contre a une vraie valeur ajoutée pour mon métier, je le construis. Alors, si on continue dans l'historique, on vient quand même d'une dizaine d'années où on a quand même beaucoup acheté. Donc, ce que j'ai appelé la génération iPhone, c'est un certain nombre d'applications qui se sont créées, d'applications ou de services qui se sont constitués, qui sont plus des innovations de services que des innovations technologiques. Uber, pour prendre l'exemple que j'ai mis au tableau, finalement a créé sa solution en assemblant des blocs, comme du Lego, ou comme... ici j'ai pris l'exemple d'un genre de Lego. Donc des blocs, là en l'occurrence le réseau, Internet, les smartphones, le GPS et Google Maps, et a fait la colle autour de ça avec un algorithme qui lui permet en fait de détecter le chauffeur qui est le plus proche de vous, ce qui va être le plus rentable et pour Uber, et pour le chauffeur, et pour vous. Et donc, finalement, ils n'ont pas innové technologiquement. Et ça, c'est finalement ce qu'on fait depuis une dizaine d'années. On a beaucoup dans l'informatique acheté ces dernières années et constitué, finalement, on s'est dit, notre valeur ajoutée, elle est dans la colle qu'on fait et dans le métier qui va avoir dans notre métier d'origine. Par exemple, l'assureur, son focus, il doit le mettre sur la gestion du risque, l'assurance en lui-même, la vente, etc., et pas sur l'IT. Et donc pendant des années, on a conseillé à nos clients de finalement outsourcer au maximum leur informatique. Il n'y avait pas de valeur ajoutée plus que ça à leur informatique. Et depuis quelques années, on revient un peu sur ce modèle-là, et on vient sur une génération qu'on appelle la deep tech, où la recherche revient assez massivement. Et dans ces deep tech, donc dans la deep tech, qu'est-ce qu'on appelle deep tech? C'est tout ce qui sont les innovations de rupture en fort lien avec la recherche, en fort lien avec la R&D, et qui sont des technologies qui ont demandé des années de recherche et développement pour arriver sur le marché. Un exemple que je prends pour illustrer ce cas-là, c'est dans la biotechnologie, la medtech. On a notamment une entreprise bordelaise qui fait de l'impression 3D de cellules humaines pour créer de la peau et à terme des organes. Bon, voilà, il n'y a pas photo. On est vraiment dans la deep tech, c'est quelque chose qui a demandé 15 ans de recherche et développement pour en arriver là. On a de l'IoT, donc tout ce qui est objet connecté, Internet des objets. On a la blockchain, ça fait partie des sujets de deep tech. On a de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc., etc. Et on a de l'IA dans ces sujets-là. Et l'intelligence artificielle, ça fait partie des sujets où il faut de la recherche et développement pour arriver à on va dire des algorithmes un peu soutenus. C'est pour ça que c'est un sujet qui est un peu à part dans le monde de l'IT. C'est un sujet qui nécessite des compétences particulières. Et par contre, dans l'IA, le problème de l'IA, c'est aussi que c'est un buzzword assez facile qui fait qu'on va retrouver beaucoup d'entreprises qui se sont lancées là-dedans et qui finalement ne font pas vraiment de l'IA ou en font... où le surutilisent et n'apporte pas une vraie valeur ajoutée. Donc il y a déjà en fait une problématique avec l'IA qui est de comment est-ce que je fais, quand je fais mon choix de make or buy, comment est-ce que je fais le tri entre ce qui est bon, ce qui est de la vraie intelligence artificielle qui apporte vraiment une plus-value, et ce qui finalement ne m'apporte pas grand-chose ou est juste une reprise d'outils open source. Il y a beaucoup de startups dans le monde de l'IA qui font juste que
réutiliser le framework TensorFlow, un des frameworks très utilisés dans le domaine. Bon, bah là, en fait, pourquoi est-ce que j'irais acheter des licences à cette entreprise-là plutôt que de le faire moi-même si c'est pour réutiliser juste un framework existant? C'est un petit exemple comme ça, mais il y a beaucoup comme ça dans ce secteur-là à faire de tri. Et ensuite, il y a une vraie problématique de compétences, de trouver les bonnes compétences, et aussi finalement à savoir sur quoi j'ai envie de mettre de l'énergie dans mon métier. C'est pas très pratique l'ordi derrière, etc. Finalement, l'IA, tout le monde est en fait réellement concerné par ce sujet-là, puisque en fait, on voit que tous les secteurs d'activité, alors on a cité un certain nombre, sont potentiellement ou seront potentiellement entre guillemets disruptés, seront potentiellement transformés par ce sujet-là. Si j'en prends que quelques-uns, l'automobile, c'est assez évident, véhicules autonomes, véhicules connectés, etc. L'énergie, on voit beaucoup de choses autour de nouvelles façons de vendre de l'énergie, de nouvelles façons de consommer de l'énergie, de nouvelles façons d'acheter, revendre, etc. L'assurance, il y a beaucoup de choses autour de l'insurtech sur de nouvelles façons de faire les choses. Par exemple, il y a des acteurs qui viennent, qui plutôt que quand vous avez un sinistre, d'envoyer une expertise, d'attendre, etc., vont vous rembourser directement. Ils vont plutôt faire de l'antifraude sur sur la totalité de leur sinistre pour targeter, pour cibler les quelques cas de fraude et du coup avoir une meilleure expérience client. Parce que en fait, vous n'avez pas fait patienter votre client pendant 3 semaines pour avoir, ou voire plus, pour avoir un remboursement. Bon, il y a plein de choses comme ça qui arrivent et qui sont basées sur de l'IA. Et puis il y a les GAFA qui arrivent aussi pour bouleverser tout ça. C'est très vrai dans le secteur de l'automobile qui a un peu d'avance. On voit les Google, par exemple, arriver avec une voiture autonome. Bon, que font les constructeurs automobiles par rapport à ça? Jusque-là, la plupart des entreprises, en tout cas françaises, et beaucoup des entreprises internationales, prennent le sujet de l'IA que comme un sujet de bail. Et donc ils se disent, finalement, je vais acheter une start-up, un produit d'une start-up, pour compléter mon panel. Et finalement, quand je fais mon véhicule, je vais acheter la solution qui permet à mon utilisateur d'avoir dans son véhicule, par exemple, la musique, le GPS intégré, etc. Il y a beaucoup de véhicules, vous entrez dedans, maintenant vous branchez votre iPhone et vous avez finalement c'est votre iPhone qui est projeté sur l'écran central. Bon, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Finalement, je vends, entre guillemets, le système nerveux de ma voiture à Google, à Apple ou autre. Et c'est ça le risque d'avoir une approche purement buy sur un sujet critique comme l'IA, c'est que si je ne me réinvente pas, d'autres vont le faire pour moi. C'est-à-dire que Google, Amazon, Apple, etc., ils viennent, eux, sur les plates-bandes de l'automobile notamment, en disant nous, on fait de l'IA, mais on va apprendre le métier de l'automobile. C'est juste une carcasse, finalement, qu'il faut mettre autour de notre système d'intelligence artificielle. Alors que les grands constructeurs automobiles, eux, viennent en disant nous, on a une belle carcasse qui fonctionne très très bien, et par contre, on va juste rajouter le petit système d'IA qui va bien. Et ce mode-là ne fonctionne pas, en tout cas ne permet pas de compétiter avec des grands acteurs comme Google, Amazon, Facebook et compagnie. Donc il y a un vrai besoin quand même de changer de façon de prendre les choses, parce que sinon, concrètement, le risque, c'est qu'à un moment donné, je sois tellement lié à ces GAFA qu'eux me piquent mon business. Et ensuite, finalement, là j'ai parlé du secteur automobile, il s'applique évidemment à plein d'autres choses, puisque dans l'assurance, typiquement Amazon a annoncé qu'il allait potentiellement rentrer sur le marché. Dans les usines connectées, il y a de plus en plus de systèmes qui promettent de finalement piloter votre usine 4.0. Ça peut être très intéressant pour un industriel de se dire plutôt que d'aller construire mon propre système, je vais finalement l'acheter. Sauf que demain, si c'est Google
je reprends Google, mais si c'est IBM qui pilote vos usines, vous allez être un peu quand même gêné parce que vous perdez en fait la valeur ajoutée que vous avez vous-même. Et il vous reste finalement que la quincaillerie, les tâches assez ingrates, etc. Donc du coup, comment est-ce que je fais, quelle stratégie j'adopte? Donc si je résume, je peux adopter une stratégie purement buy, mais vous l'aurez compris, je ne suis pas très fan de cette stratégie-là. Je pense que vous perdez si vous ne faites qu'acheter des solutions sur le marché. Je peux adopter une autre stratégie qui est finalement de faire un partenariat avec un grand du web. Et alors là, j'ai précisé partenariat provisoire ou définitif. Parce qu'on voit qu'un certain nombre de... Notamment, je reprends le secteur automobile qui est assez en avance sur le domaine. Fiat a fait un partenariat avec Google. Je crois que c'est... alors, j'ai plus en tête exactement qui a fait un partenariat avec Baidu. C'était BMW, voilà. BMW a fait un partenariat avec Baidu, mais pas dans une logique forcément de partenariat définitif. Ils ont fait un partenariat pour aller vite, construire rapidement un véhicule connecté, voire autonome. Mais à côté de ça, ils travaillent ensemble. En l'occurrence, Fiat et BMW travaillent avec un consortium avec Intel et d'autres géants de l'informatique pour derrière faire un véhicule connecté, autonome, qui soit complètement... dont la propriété soit vraiment leur et soit pas juste finalement revendre, redonner le système à Google ou autre. Ou bien, dernière solution, faire du make, et c'est ça vraiment qu'on conseille de faire, c'est faire du make sur son cœur de métier et acheter ce qui est à côté. Donc, si je prends un exemple là-dessus, c'est par exemple dire, si je reprends le secteur de l'assurance, dans l'assurance, je peux dire je fais du buy sur des sujets un tiers, par exemple la relation client, chatbot. Bon, je n'ai pas forcément besoin de construire mon propre chatbot, d'ailleurs ça n'aurait pas vraiment de sens. Ou bien il y a une startup qui a un peu le vent en poupe dans ce secteur-là, qui est Tractable, qui digitalise en fait l'expertise. C'est-à-dire que plutôt que d'appeler un expert pour qu'il fasse le constat que votre véhicule, il y a tant de dommages à rembourser, ils vont, à partir d'une photo, vous donner le nombre de dommages à rembourser. Donc ça, typiquement, ils font de l'analyse d'images et ensuite, derrière, ils en déduisent un prix en fonction d'un historique de données qu'ils ont généré. Donc c'est du machine learning. Donc ce genre de choses-là, en fait, une assurance n'a pas forcément intérêt à aller sur ce marché-là. Et en plus de ça, elle n'a pas la quantité de données qui est nécessaire. Par contre, sur de l'analyse de risque, un peu le cœur de métier de l'assurance, là j'ai un sujet de make à réaliser. Là, si je commence à l'exporter, entre guillemets, à acheter une solution toute faite sur le marché, je donne ma valeur ajoutée, mon cœur de métier, à une autre société qui, derrière, pourra l'utiliser pour elle-même me concurrencer. Voilà, donc mon propos, c'est de faire réellement du make sur ce qui fait vraiment votre cœur de valeur, et faire du make en IA sur votre cœur de valeur, et finalement acheter des solutions pour tout le reste. Mais du coup, faire du make sur votre cœur de valeur, ça veut dire une chose, ça veut dire que vous allez devoir devenir une software company. Comme disait le PDG de General Electric il y a quelques années, mais qui a été repris, c'est une citation qui a été reprise plusieurs fois par diverses grandes personnalités. L'idée derrière, c'est, en fait, vous allez devoir concrètement réinternaliser les développeurs. On fait quand même l'inverse de ce qu'on a fait pendant des années. On a dit... pendant des années, finalement, tout ce qui est informatique, on va plutôt l'outsourcer. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de développeurs, vous n'avez pas vraiment besoin de maintenir vos systèmes. Enfin, vous pouvez acheter des prestations pour le faire. Et là, maintenant, on dit aux entreprises, non, attendez, il faut réinternaliser des développeurs. En plus, sur un marché du travail qui est extrêmement compétitif sur ce sujet-là. Donc, ce n'est pas un sujet qui est simple. Pour autant, vous allez devoir le faire. Du coup, vous n'allez pas pouvoir en embaucher non plus
pléthore. On n'est pas en train de vous dire il va falloir que vous ayez des dizaines de milliers de développeurs comme en a Google ou quoi, mais vous allez devoir en embaucher un certain nombre et ensuite prioriser réellement les sujets, d'où encore une fois le côté finalement je me focalise réellement sur les sujets à valeur ajoutée pour mon métier. Il s'agit vraiment de ne pas faire que vos développeurs, quelques développeurs entre guillemets, quelques dizaines de développeurs, se focalisent sur les mauvais sujets. Il faut vraiment qu'ils soient focalisés sur ce qui va vraiment vous apporter une valeur. Alors la valeur, elle n'est pas toujours, hein, je le précise, elle n'est pas toujours dans la grosse technologie très disruptive, parfois la valeur, elle est juste dans l'amélioration d'un process métier du quotidien qui va permettre à vos équipes aussi de gagner en souffle et du coup de se focaliser eux-mêmes sur là où eux apportent plus de valeur. Hein. Mais en tout cas, il va falloir choisir vos combats et ne pas vous lancer sur tous les sujets en parallèle. Et donc là, j'avais mis en illustration effectivement les capitalisations de marché qui montrent que finalement, au fil des années, on est quand même passé de capitalisation de marché qui était sur des structures assez traditionnelles, des pétroliers notamment, à finalement aujourd'hui que les plus grosses capitalisations de marché sont sur des entreprises qui sont des entreprises de logiciels. Donc, ce qui montre bien que il faut aller vers là pour y arriver, pour s'en sortir. Comment commencer? Finalement, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il fallait démarrer, qu'il fallait réinternaliser des développeurs, faire des développements, etc. Ce que nous, on propose, c'est déjà de commencer petit, commencer via un lab, ce qu'on appelle les smart labs. L'idée, c'est de créer des petits labs dans lesquels vous allez embarquer des actionnaires, entre guillemets, fonctionner comme une start-up, et vous allez avoir quelques actionnaires de ce lab qui sont des métiers, parce que en fait, l'IA, l'intelligence artificielle, ça ne fonctionne donc que si c'est proche du métier. En tout cas, l'intérêt n'est là que si vous êtes proche du métier, donc embarquer dedans, dans cette aventure-là, des métiers. Donc vous allez devoir recruter quelques développeurs, data scientists, et prioriser finalement les cas d'usage qui apportent le plus de valeur pour vous et les faire travailler sur ces cas d'usage-là. Alors on dit au travers d'un lieu d'innovation, parce que ça permet ensuite derrière de diffuser la culture d'innovation au sein de la structure, de faire en sorte que finalement vos premiers cas d'usage qui vont avoir du succès vont donner envie aux autres de faire la même chose. Et donc ça permet en fait, finalement la profusion de ce genre d'innovation. Et ensuite, du coup, rythmer ce delivery et assez rapidement mettre en production des premiers cas d'usage industrialisés, c'est-à-dire pas tomber dans l'inconvénient de ce type de structure, c'est de risquer de tomber dans des genres d'usines à POC. Je ne fais que des proof of concept, je fais plein de petits cas d'usage, je montre que ça pourrait marcher, puis en fait, derrière, je ne délivre rien. Non, il faut vraiment s'assurer de, derrière, industrialiser assez rapidement ces proof of concept. Et pour ça, il faut embarquer dans le lab un certain nombre de compétences de l'IT plus traditionnelles, des architectes, des gens de la DSI pure, c'est-à-dire ce qu'on appelle des ops, des gens qui font du support, pour que assez rapidement on arrive à des choses qui soient industrialisables et industrialisées et montrer des premiers résultats qui apportent de la valeur à l'entreprise. Voilà, c'était assez plus court que ce que j'imaginais. Je pensais avoir quelques questions. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. J'ai encore 5 minutes, donc vous pouvez y aller. Pas du tout. Vous avez est-ce que certains d'entre vous sont confrontés à ces problématiques-là? Est-ce que... Ouais. Alors j'en ai deux. Moi j'ai juste une question pour faire réagir. Le cloud comme accélérateur justement sur l'innovation n'a pas été cité. Est-ce que vous pouvez justement évoquer votre position? Du coup, moi je le vois comme un outil.
Donc quand on dit finalement allez faites du make sur votre cœur de métier, c'est-à-dire construisez vos propres solutions, pour autant réinventez pas la roue. C'est-à-dire utilisez des accélérateurs, le cloud en fait partie, et les outils open source comme TensorFlow ou autres en font partie. Donc utilisez ces outils-là comme des accélérateurs. Mais par contre, au-dessus, ces outils, ces accélérateurs, ça reste entre guillemets, une boîte à outils qui vous permet de construire votre meuble, quelque part. C'est pas quelque chose que vous pouvez... ça se saurait si on pouvait réutiliser directement dans cet outillage-là des choses toutes faites qui permettent de, par exemple, je sais pas moi, réinventer votre process d'acquisition de données clients à la souscription. Ça n'existe pas directement sur le marché. Éventuellement, des startups peuvent vendre ce genre de choses-là, et auquel cas, ça peut être une solution que d'aller vers elle si vous considérez que ce n'est pas un sujet prioritaire pour vous, pas un sujet pur métier. Mais en revanche, utilisez ces outils cloud pour construire vos propres solutions. Après, dans les outils cloud, la difficulté qu'on va avoir, et ça dépend de ce que vous allez faire, il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de réponse toute faite. La difficulté qu'on va avoir, c'est l'acquisition des données, la récupération des données. Dans l'IA, le cœur du problème, entre guillemets, c'est comment est-ce que j'accède à mes données. Et ça, en fait, quand on commence à utiliser des systèmes cloud publics, notamment, assez rapidement, on se pose la question de comment est-ce que j'accède à des données qui sont chez moi. Comment j'hybride mon cloud pour aller accéder à mes systèmes internes. Est-ce que je recopie une partie de mes données? Est-ce que et ensuite derrière, qu'est-ce que je fais des données qui sont générées? Pareil, est-ce qu'elles restent dans le cloud? Est-ce que je les fais sortir mais ça me coûte plus cher? Il y a tout un tas de questions à se poser là-dessus sur comment est-ce que j'accède à mes données et qu'est-ce que j'en fais et comment je garde une gouvernance de données qui soit on va dire propre, dans le sens où je ne veux pas non plus avoir plusieurs duplicats de données partout, parce que derrière, j'ai des problèmes de cohérence, de qualité de données, etc. Donc il faut les utiliser au maximum comme accélérateur, mais en faisant attention à cette problématique-là d'accès aux données. Ça répond à votre question ? Donc, une question un peu à tiroir, mais un peu sur la structure financière et capitalistique dont on a besoin pour justement lancer ce genre de projet. Vous avez cité beaucoup de très grosses boîtes. Qu'en est-il quand on est une structure, quand on est une boîte qui fait moins d'1 milliard de chiffre d'affaires quel est du coup, est-ce qu'il faut adopter des structures capitalistiques un peu hybrides? Vous parliez d'un board d'actionnaires pour le Smart Lab. Est-ce que du coup ça doit être des modes JV? Est-ce que ça doit être une structure ad hoc dans laquelle on lève des fonds différents des fonds propres sur lesquels on travaille pour son activité historique? Et est-ce que vous avez des exemples de PME, plutôt de small cap, quoi, qui a réussi ce genre de démarche autre que GE ou Goldman Sachs, quoi? C'est une bonne question. Alors, déjà, pour clarifier ce que je dis sur le Smart Data Lab, l'idée du board d'actionnaires, ce n'est pas forcément un board capitalistique. C'est plutôt l'idée de dire il faut que j'ai des actionnaires, au sens start-up, mais il faut que j'ai des personnes, des métiers qui soient impliqués, qui soient suffisamment à haut niveau déjà pour être capable de prendre des décisions, d'arbitrer des choses, qui soient impliqués dans le Smart Data Lab et qui, derrière, potentiellement, si possible, parce que je prends toujours des pincettes là-dessus parce que ce n'est pas toujours possible, mais aussi payent l'époque. Pourquoi? Parce que ça les engage aussi beaucoup plus sur le sujet, ça les engage à réussir. Derrière, ce que ça veut dire, on ne dit pas ça juste pour se faire plaisir, on dit ça parce que c'est ce qui va garantir le fait qu'eux-mêmes vont déléguer des gens dans leurs équipes pour passer du temps sur ces époques-là. Et vraiment, la clé du succès dans l'IA et sur ces sujets-là, c'est d'embarquer des métiers directement dans les équipes qui réalisent les proof of concept et ensuite les projets derrière du Data Lab.
Donc typiquement, si je prends un exemple rapide, un POC anti-résiliation pour prédire en fait les potentielles résiliations clients en amont et agir dessus avant qu'elles ne se produisent. Si j'ai pas des équipes commerciales dans mon POC, concrètement, je suis sûr de faire des boulettes dans la réalisation de mon algorithme. Donc ça, c'est pour clarifier le côté board, etc. Sur le côté PME, sur le sujet PME, j'ai moins d'exemples parce que forcément, je travaille un petit peu plus avec des grands comptes. J'ai le sentiment que dans des PME, je vais du coup avoir déjà un peu moins le travers entre guillemets que peuvent avoir certains grands comptes d'avoir complètement externalisé toute mon IT depuis des années. Mais pas forcément. Enfin, moi, je peux me tromper là-dessus. Après, je dirais en fait dans ce cas-là. J'ai pas d'exemple comme ça, mais je dis assez naturellement, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, il faut aller chercher plutôt des partenariats, mais pas avec des géants, mais plutôt avec des structures soit similaires, soit des structures des sociétés des ESN, des sociétés de services en informatique qui voient un intérêt à ce que vous réalisiez ensemble des algos pour vos projets. Par contre, la clé là-dedans, la question que vous allez devoir vous poser, c'est la propriété intellectuelle. C'est là où il faut négocier en fait quelque chose d'intelligent pour que que votre PME finalement conserve la propriété intellectuelle de l'algorithme et des données évidemment qui transitent, mais de l'algorithme que vous aurez créé ensemble. Ou en tout cas que la propriété intellectuelle soit conjointe, mais qu'ils n'aillent pas la revendre à vos concurrents, pour dire autrement. Donc ça va être ça la problématique. Et après, ça n'empêche pas, même dans une PME, d'avoir quelques développeurs. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec 2-3 développeurs malins, qui ont la compétence data science, c'est-à-dire qui sont à la fois des gens qui ont une compétence informatique et une compétence mathématique, et qui comprennent, qui ne sont pas trop idiots et qui comprennent le métier de l'entreprise. Et enfin voilà, il faut bien les choisir du coup, mais avec 2-3 développeurs, on peut faire déjà des choses assez sympas. Les startups en elles-mêmes, ce sont des petites structures qui arrivent à faire des choses comme ça assez facilement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai dépassé. On pourrait penser que le MEC que vous évoquez inclut la création de nouveaux algorithmes, ce qui pour moi semble un peu complexe et réservé quand même à une population très limitée. On est plutôt dans de la mise en œuvre algorithmique et de la valorisation de la data plutôt que de la création d'algorithmes. Et la propriété intellectuelle, elle ne va pas tant porter sur un algo, parce qu'il est rare d'en créer un nouveau, plutôt que sur une mise en œuvre, une valorisation particulière de la donnée. Alors, je suis d'accord, dans le sens où ce n'est pas la construction d'un nouvel algorithme de data science X ou Y, c'est l'utilisation de l'algorithme en choisissant les bonnes hypothèses, en l'implémentant en fait, cet algorithme-là. Enfin déjà, choisir le bon algorithme, déjà en soi, dans un projet de data science, c'est déjà une problématique. Ensuite, de choisir finalement les bonnes hypothèses, parce que dans les algorithmes, finalement, il y a toujours des variables de base qu'il faut implémenter. Et ensuite, utiliser les bonnes données. Et après, dans un projet de data science, il y a du nettoyage de données, de la préparation de données. Il faut voir comment est-ce qu'on en ressort finalement de la valeur, quelle valeur on pourrait en ressortir. Et des fois, on ne peut pas ressortir de valeur. Donc tout ce travail-là, en fait, c'est de ce travail-là dont je parle quand je parle de MEC. Effectivement, je ne vous dis pas embaucher des gens pour inventer de nouveaux algorithmes de demain qui seront utilisés par toute la planète en data science. Non, en fait, là, dans le cas d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la R&D pure, on est dans de la R&D appliquée, entre guillemets. On est vraiment sur effectivement l'implémentation du bon algorithme pour le bon cas d'usage et de la bonne façon pour créer de la valeur. Mais ça, voilà, l'idée, c'est de créer une valeur à partir de ces algorithmes-là, qui d'ailleurs sont inconnus pour la plupart d'entre nous. On m'a déjà signalé que j'avais dépassé le temps autorisé. Si vous voulez, je peux rester là, peut-être dans la salle jusqu'à, je sais pas, la prochaine conférence à la demi. À 13h30 ? Ah bon, du coup, je peux rester là un petit peu, si vous voulez, pour répondre à vos questions. Merci. Merci.